Bonjour et bienvenue à Cible Grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je m'appelle Kevin Saint-Martin, je suis le coordonnateur de la chaire, puis aujourd'hui j'ai un invité spécial avec moi, Monsieur Sébastien Harvey, qui est directeur général adjoint à la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Je me suis pas trompé dans le titre? Non, pas du tout, c'était parfait. Excellent. Donc, aujourd'hui, Monsieur Harvey et moi, on va vous parler essentiellement de c'est quoi un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, puis de comment ça peut être utile pour une personne aînée qui soupçonne vivre de la maltraitance ou bien un de ses proches. Donc, d'abord, Monsieur Harvey, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Je vous ai introduit brièvement, mais je suis certain que notre auditoire aimerait peut-être en savoir un peu plus sur vous, donc vos études, votre parcours au sein des CAP, vos années d'expérience, par exemple. Donc, je vous cède la parole. Moi, je suis diplômé en histoire, en fait. Je suis un historien, mais un historien qui était impliqué dans le mouvement étudiant, ce qui m'a amené, par mon expérience d'organisation, de mobilisation, qui m'a amené à travailler dans les organismes communautaires, beaucoup dans les organismes de défense collective des droits. Je suis avec les CAP depuis 2018. Donc j'ai fait j'ai joué différents rôles. J'ai été conseiller pendant quelques années. Ensuite, je suis venu à la fédération pour m'occuper un petit peu plus de la formation. Puis là, depuis quelques mois, je suis directeur adjoint. C'est un petit peu mon parcours. Excellent, mais c'est quand même un parcours un peu atypique. Généralement, quand tu penses quelqu'un qui est dans un organisme communautaire de soutien aux personnes aînées, c'est rare que tu penses à historien. C'est vraiment Mhm. intéressant quand même. Ouais, on Donc pour après écrire, ce qui est quand même pas mal. effectivement, quelque chose qui est aidant. Puis ben, avec votre parcours, vous avez probablement bien retenu la leçon qu'il faut apprendre de nos erreurs pour pas les recommettre. Oui. Donc, donc on a parlé un peu de vous, mais un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, ça dit peut-être pas grand-chose à tout le monde dans l'auditoire. Donc, c'est quoi essentiellement un CAP? C'est effectivement très mal connu, malheureusement. Un centre d'assistance accompagnement aux plaintes, c'est un organisme communautaire d'abord, qui est autonome du gouvernement. Donc, beaucoup de gens vont nous associer au service public, mais c'est important de dire qu'on est des organismes autonomes avec un conseil d'administration. Euh, on a en fait deux mandats principaux. Le premier est en lien avec les plaintes dans le réseau de la santé et des services sociaux, euh, et de façon concomitante avec la maltraitance. Donc, on est en lien avec les commissaires aux plaintes qui reçoivent ces plaintes-là dans chacun des 6 des CIUS. Mmh. Nous, notre rôle, ça va être d'accompagner les personnes dans leur processus de plainte, de signalement, etc. Donc, Fait si que là, on quelqu'un parle de la personne qui a vécu la maltraitance. quelqu'un qui a vécu un problème dans le réseau de la santé ou a vécu un épisode de maltraitance peut demander nos services pour l'accompagnement. Donc, nous, on va écouter la personne, on va essayer de comprendre bien son histoire. On va aussi souvent faire une première étape de ventilation. Donc, des fois, il y a beaucoup d'émotions qui viennent avec ces épisodes-là. Donc, ça peut être bien de se déposer un Faire petit peu. sortir le méchant, comme on dit. Voilà, exactement. Pour ensuite objectiver un petit peu plus ça. Puis, on va être aussi là pour aider éventuellement à rédiger une plainte, un signalement. Et on est même là aussi éventuellement, c'est une rencontre avec le commissaire aux plaintes qui, lui, va faire une enquête, va faire des recommandations, puis éventuellement va intervenir dans le réseau de la santé sur le problème qui est survenu. Donc, je pense que le terme à retenir pour comprendre notre mission, c'est vraiment l'assistance, l'accompagnement. Donc, on est là pour être à côté des personnes. Un deuxième Donc, élément de notre mandat, c'est d'être présent dans les résidences privées pour aînés. Donc, encore là pour recueillir des plaintes éventuellement sur la qualité des services dans la RPA,
mais aussi pour donner de l'information et de l'accompagnement par rapport au bail. Donc, ça, je vais en parler par la suite parce que c'est un contexte juridique. Le bail est un contexte juridique assez complexe qui ouvre la porte à malheureusement, beaucoup d'abus de la part des gestionnaires. Donc, essentiellement, c'est la mission des CAP. Entre vos deux missions, est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus majeure ou ça s'est pas mal balancé entre les deux? C'est pas mal balancé, je dirais, surtout que ça se recoupe beaucoup, donc parce que souvent, donc les résidences privées pour aînés, malgré qu'elles soient privées, elles sont intégrées dans le réseau de la santé par la certification, etc. Mhm. Donc, on va jouer les deux rôles dans les RPA. Ce qui fait que oui, effectivement, c'est assez équilibré là, les deux mandats. Est-ce que c'est des services qui sont récents ou ça fait longtemps que c'est en place? Ça fait 30 ans que les CAP existent, donc depuis la réforme du début des années 90, il a intégré l'idée des droits des usagers dans la loi sur la santé et les services sociaux. Donc le gouvernement a prévu en même temps de financer des organismes communautaires pour assurer cet accompagnement-là. Donc oui, effectivement, ça fait une trentaine d'années qu'on existe. Puis ça fait peut-être une dizaine d'années là, qu'on est dans les RPA, plus précisément aussi. Donc, ça fait plus de 30 ans autour de 30 ans que vous êtes là, c'est d'autant plus dommage que les services sont encore mal connus. Effectivement, effectivement. Mais, Peut-être qu'avec un peu de chance, notre jazz aujourd'hui, ça va aider à en faire parler, puis on va certainement. essayer de pas trop vous submerger d'appels. Donc, il y a des câbles depuis à peu près 30 ans. Est-ce qu'il y en a partout au Québec? Oui, il y en a partout au Québec, dans toutes les régions socio-sanitaires. Donc, oui, tout le territoire québécois. En fait, donc, il y a 16 CAP au Québec. 14 sont membres de la fédération. OK. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette nuance-là entre être membre ou pas de la fédération? Comme je vous le disais, les CAP, c'est des organismes communautaires qui sont autonomes. Donc, chacun des CAP va décider de ses orientations, va décider de son plan d'action annuel, etc. Mais aussi, donc, nécessairement, va choisir ses affiliations. C'est pas obligatoire pour un CAP de faire partie de notre fédération. On a la très grande majorité, c'est-à-dire 14 CAP, mais donc il y en a deux qui préfèrent fonctionner de façon plus autonome. C'est pas une question de conflit, dans la mesure où on est en lien très régulier avec ces CAP-là. On échange beaucoup. Ils sont souvent présents à nos formations, etc. Mais donc, c'est des décisions comme ça autonomes pour chacun. OK. Puis donc, pour essayer de démêler un petit peu tout ça pour les gens qui pourraient être un peu confus, c'est quoi la différence entre la fédération comme entité puis les CAP comme entité indépendante qui se regroupent autour de ça? Excellente question. C'est une excellente question. Quand on baigne dedans, on a comme l'impression que Ça, tout est évident. La fédération, en fait, nous, on n'offre pas le service directement aux usagers du réseau ou aux locataires de la RPA. Nous, notre travail, c'est vraiment de réunir les CAP, donc de leur offrir de la formation, de représenter leur point de vue auprès du gouvernement. Des fois, ça va être aussi de sortir sur la place publique pour présenter des faits qui peuvent nous inquiéter, etc. Donc, on a vraiment un rôle de représentation, mais aussi de formation auprès des CAP. super intéressant. Fait que c'est un genre d'élément centralisé là, qui permet d'offrir du soutien autour des CAP puis de défendre la mission. Exact. Tout à fait. Tout à OK. fait. Puis comme personne là, dans la vie de tous les jours, là, je suis une personne aînée, j'ai l'impression d'avoir été lésée dans mes droits, j'aimerais ça faire une plainte. Ça s'inscrit comment un peu ma démarche si je veux aller chercher de l'aide auprès d'un CAP? Euh, ben, faut que tu sais, c'est très très simple. Nous, on va être là pour démêler les choses. Donc, je dirais d'appeler directement. Je pourrais donner le numéro de téléphone, je l'ai malheureusement pas devant moi
par cœur, mais appelez, il y a un numéro central pour le Québec, puis ensuite on est dispatché dans la région pertinente. Appelez dans un cap, exposez la situation, puis les conseillers, les conseillères vont prendre soin de bien écouter, puis de voir si les personnes sont au bon endroit. Donc, je pense pas qu'il faut attendre d'être sûr d'être au bon endroit avant d'appeler au CAP. Moi, j'invite les gens à appeler. Puis les conseillers, conseillères vont pouvoir dire, ben oui, vous êtes au bon endroit, on peut vous proposer tel service, tel accompagnement, tel recours est possible. Et évidemment, si c'est pas le bon endroit, ben on connaît bien les ressources communautaires du milieu, donc on va être capable de référer plus précisément là. Donc, c'est ça. Donc, Vous, moi, vous j'invite pouvez les gens. rediriger là, vous pouvez rediriger les gens à l'extérieur du cadre. Donc, ils vous appellent, vous disent j'ai vécu telle situation, j'aurais besoin d'aide. Vous leur dites ben nous on peut pas nécessairement vous aider pour ça, mais dans votre région il y a tel organisme communautaire qui pourrait vous soutenir. Exactement. 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 Chaque cap dans chaque région est très bien connecté avec les différents les différentes organisations, que ce soit la QDR, que ce soit le Centre de justice de proximité pour des conseils plus proches du juridique, etc., etc. Là. Est-ce qu'il y a des restrictions pour accéder à vos services? Aucune restriction, c'est gratuit, donc on est financé par le gouvernement pour le service qu'on offre. Et une des conditions de ce financement-là, c'est que ce soit accessible à tout le monde qui désirera avoir accès au service. Puis c'est tout à fait gratuit du début à la fin. Donc on dit tout le monde, là, depuis tout à l'heure, on parle spécifiquement des personnes peut-être qui ont été lésées ou qui ont vécu une situation de maltraitance. Mais si je suis un proche ou un intervenant, est-ce qu'il y a aussi des services qui peuvent m'aider? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est dans à peu près le tiers des cas qu'on va traiter, c'est des proches aidants. Et des fois même des professionnels. Donc, par exemple, un travailleur social qui va être en lien avec quelqu'un et le travailleur social pourra se poser des questions, par exemple, sur le renouvellement du bail de la personne avec qui elle travaille. Donc, elle va pouvoir nous appeler pour mieux comprendre la situation. Et oui, beaucoup de proches aidants, effectivement, surtout dans les cas de fin de vie. Donc, les proches aidants vont être très actifs là, pour bien comprendre les contrats que les personnes ont signés, c'est quoi les conséquences monétaires, juridiques, etc. Là. Oui, effectivement. Là, on Euh, parle d'aide médicale à mourir ou on parle de soins de confort ou un peu des 2? ben, non, pas, on fera pas de conseils par rapport à l'aide médicale à mourir. Là, c'est particulièrement un cas où on va pouvoir référer effectivement. Mais par exemple, dans les RPA, donc les RPA accueillent de plus en plus des personnes qui sont de moins en moins autonomes en fait. Donc parce qu'il manque de place dans le réseau public, parce que les CHSLD sont pleins, il y a des listes d'attente, donc les gens vont être de plus en plus dans des CHSLD jusqu'à des stades euh, assez avancés de perte d'autonomie. Là. Donc à ce moment-là, malgré cette perte d'autonomie-là, les gens vont être encore liés à un bail, à un contrat, donc qui implique énormément de- d'engagement, de frais, etc., etc. Donc on revient beaucoup sur cette notion-là de bail, puis vous disiez au début que vous vouliez en parler plus. Donc, je vais vous ouvrir la porte un peu sur c'est quoi les enjeux là, que vous rencontrez spécifiquement par rapport au bail en RPA, puis que vous pouvez soutenir les gens. Ouais. Ben, avant de répondre à votre question, je veux juste rappeler nos deux mandats. Donc, le premier mandat qui est d'accompagner dans le contexte de plainte ou de signalement en lien soit avec la maltraitance, soit avec les services dans le réseau. Donc, à ce moment-là, il y a pas cette idée-là de complexité parce que le régime d'examen des plaintes euh, n'est pas un régime judiciaire, c'est-à-dire que
On ne demandera pas, quand on écrit une lettre de plainte, on ne demandera pas à la personne qui fait la plainte, qui fait le signalement, d'amener des preuves juridiques, d'argumenter de façon juridique sa plainte. La personne peut simplement exprimer son vécu. J'ai rencontré tel professionnel qui m'a manqué de respect, qui a été bête avec moi, qui m'a secoué, qui m'a brassé. Euh, J'aimerais que vous régliez ce genre de situation-là avec ce genre de personnes-là. Ça va être suffisant. Donc, simplement exprimer son expérience Fait que c'est pas va une être démarche suffisant. légale en soi. Exactement. Donc là, on n'a pas besoin d'un avocat pour démontrer que, etc. On n'a pas besoin de nommer d'articles de loi, etc. C'est vraiment Mmh. une démarche qui est quand même souple. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est le premier volet, comme je vous le disais, donc les plaintes, les signalements dans le réseau de la santé, incluant les RPA. Le deuxième volet de notre mission, là, il est plus proche du monde légal parce qu'il touche, comme je vous le disais, au BO, donc le bail en résidence privée pour aînés. Les résidences privées pour aînés, c'est un logement dit traditionnel dans lequel on ajoute tout un volet de soins et de services. Donc, le volet traditionnel, c'est comme n'importe quelle personne qui loue un logement. Donc, il va avoir le bail qui se renouvelle à chaque année, qui expose les conditions de base, combien va coûter le loyer, est-ce qu'il y a un stationnement qui est inclus, etc. À ça s'ajoute une annexe, la fameuse annexe 6, dans laquelle vont être décrits les services, les soins qui vont être inclus dans le bail. Mais ces soins et services-là vont être liés à un coût. Mmh. Euh, donc là, puis là, là, je vous décris ça très, très, très en surface, parce que si je rentre dans le détail, on en a pour des On jours n'est et pas des sorti jours. d'ici. Donc, je vous décris ça très, très, très en surface, mais une fois qu'on a mis le pied là-dedans, il faut comprendre qu'on met le pied dans une complexité administrative et juridique énorme, très, très, très importante. Puis, quand on parle de maltraitance, il y a ce qu'on appelle la maltraitance organisationnelle. Euh, puis, puis, je pense que d'amener des personnes qui sont vulnérables, donc des personnes aînées qui, deviennent vulnérables au fil du temps, donc qui cognitivement sont peut-être moins efficaces, qui sont peut-être plus insécures aussi à cause de leurs conditions. Amener ces gens-là à devoir vivre dans un contexte juridique aussi complexe, je pense, je le déclarerai pas clairement comme ça, mais je pense qu'il y a des questions à se poser. Je pense qu'il y a quelque chose de la maltraitance organisationnelle là-dedans, parce que un contrat, dans un monde idéal, c'est deux personnes absolument autonomes, qui sont absolument Mmh. capables de se défendre et qui connaissent absolument leurs droits, qui sont capables de négocier, de s'ostiner, éventuellement d'aller en cours l'un contre l'autre pour etc. Vous voyez? Mais là, on parle de citoyens ordinaires qui ont juste envie d'être tranquilles chez eux, de recevoir les soins dont ils ont besoin, mais on leur demande de savoir, de connaître exactement quel soin vaut combien, à quel moment le prix va augmenter, c'est quoi le processus pour qu'il y ait cette augmentation-là, comment je peux contester cette augmentation-là, ça va être quoi les démarches que je vais devoir faire, à quel endroit, etc., etc., etc. Donc, c'est très complexe. Je comprends qu'en dessous de ça, c'est pas toutes les en fait, il y a pas un effort actif qui est fait dans les résidences pour que les personnes qui signent leur bail, le fassent en toute connaissance de cause avec, toute l'information sur le poids juridique et légal qui vient en dessous. Effectivement, effectivement. Puis souvent, quand on va amener ces préoccupations-là aux, aux, euh, aux acteurs gouvernementaux avec qui on en discute, vont nous
à mots couverts, vont comme nous dire qu'on fait de l'agisme. Parce que là, écoutez, c'est pas parce qu'on est une personne aînée, qu'on n'a plus toutes nos capacités, qu'on n'est pas capable de prendre nos propres décisions. Il faut respecter l'autonomie des gens. Ce à quoi on est 100% d'accord. 100% On d'accord. s'entend là-dessus. Je trouve que même une personne avec en toute possession de ses moyens devient très rapidement mêlée avec un bail. c'est, malheureusement, c'est tellement complexe comme réglementation. Ça implique tellement de démarches très précises avec des étapes très précises que très rapidement, c'est pas vrai qu'on, qu'on arrive à être à l'aise puis de vivre simplement là-dedans. Euh, si on prend, On a si on on prend a une petite l'exemple, habitude sociale aussi de cliquer «j'accepte» sans vraiment avoir pris le temps de lire les contrats dans lesquels on s'engage, là. C'est ce qu'on fait au quotidien. Fait que j'imagine que c'est pareil pour les personnes aînées en résidence qui passent pas des heures à se questionner sur ce qu'ils viennent de signer, puis, ils assument j'imagine que la personne qui vient de leur offrir le bail, avait leur bien-être, à cœur à ce moment-là. ben, ça c'est effectivement ça c'est fondamental parce que je pense que quand on va vivre à un endroit, quand on prend la décision de laisser sa maison, de laisser son appartement où on a vécu pendant plusieurs années, pour aller vivre dans un autre endroit, ce qu'on espère, c'est qu'on va être respecter, qu'on va prendre notre intérêt à cœur et prendre soin de nous. T'sais, on s'attend pas à arriver dans un endroit où on va devoir être vigilant à chacune des ententes qu'on va faire avec les gestionnaires de l'endroit. Est-ce que, OK, le rajouter à mon contrat, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, etc. Mais ça, dans une résidence privée pour aînés, il faut comprendre que c'est un endroit où on vit, où on mange, où on a nos loisirs, où on reçoit beaucoup des soins dont on a besoin. Donc, il y a un petit aspect totalitaire des fois dans une RPA qui Mmh. peut rapidement rendre les gens très, très, très vulnérables parce que on voudra pas contredire le gestionnaire, on voudra pas contredire les personnes qui sont responsables de cet endroit-là parce que on sait que demain, c'est eux qui vont nous offrir les soins dont on a besoin. On n'aime pas les monopoles, mais une fois que tu es rentré dans une résidence, la résidence a le monopole de toutes les réponses à tes besoins essentiellement. Ben, Paul, ben, on pourrait pas dire qu'ils ont le monopole, mais ils ont, tu sais, ils ont une capacité de contrôle sur beaucoup Mmh. des éléments. Là, je voudrais comme en profiter pour ouvrir la parenthèse, comme quoi c'est évidemment pas toutes les résidences privées pour aînés qui sont maltraitantes. Ça, c'est très important de le dire. La plupart des lieux font très bien leur travail, sont très bien traitantes. Souvent, les sondages de satisfaction dans les RPA vont amener un taux de satisfaction assez important. Euh, mais ça reste pas 100% des gens. Hein? C'est pas 100% des gens qui est satisfait. Puis évidemment, nous, de par notre mission, on va être en contact avec les gens qui ont des problèmes. Donc, je pense que c'est important d'entendre ce que je dis dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est toutes les RPA, c'est tous les locataires. Et nous, ce qu'on voit, c'est malheureusement le résultat des possibilités de maltraitance. Là. Puis je pense que le fait de gérer ça par un bail, ça ouvre la porte à beaucoup de cas de maltraitance. Dans cette perspective-là de peut-être que les gens sont inquiets dans le choix de leur résidence, puis ont la peur de se retrouver un endroit où ils pourraient vivre la maltraitance. Est-ce que vous avez des conseils pour aider les gens à bien choisir une RPA? Ben, le principal conseil que je dirais, c'est de prendre son temps. De prendre son temps, idéalement d'être accompagné par un proche. Idéalement, un proche qui a une bonne capacité de lecture et de compréhension du langage plus juridique éventuellement. S'ils n'ont pas de proches
disponible pour ça, ben, de pas hésiter à contacter des organismes comme les CAP, mais éventuellement des organismes comme la FADOC, comme la QDR, etc., qui pourront aider. Des fois, ils ont même créé des outils qui le permettent. Donc, premier conseil, prendre son temps. Quand c'est une Ne option, pas puis se c'est sûr que des laisser. fois, il y a des situations qui font en sorte que ça doit se faire vite. On est hospitalisé, on Exactement, sort, on s'en va en résidence, et cetera. exactement. Euh, Prendre son temps et pas avoir peur d'exiger des informations. Donc, je vous donne un exemple très simple. La réglementation prévoit qu'une RPA, quand, quand il reçoit une visite, la RPA doit remettre un document d'information dans lequel il doit y avoir les règlements de l'immeuble, mais aussi les différents services qui sont offerts, le prix de ces services-là éventuellement et toutes les informations nécessaires. Récemment, j'ai été visiter une résidence pour mon père et donc la personne qui nous rencontrait était très sympathique, très chaleureuse. Euh, mais quand j'ai demandé ce document-là, elle m'a dit ah, ben non, on n'a pas ça. J'ai insisté. Puis là, ah oui, ben oui, on l'a, mais on le donne juste après la signature du bail. Parce qu'évidemment, c'est des informations qui concernent les locataires, puis vous n'êtes pas encore locataire parce que vous n'avez pas encore signé le bail. Ben non, mais moi, pour devenir locataire, j'ai besoin de ces informations-là pour savoir si je veux signer. Donc ça, c'est Mhm. un exemple isolé dans une RPA dans la région de Québec que moi, j'ai vécu par hasard complètement. Mais c'est une situation qui illustre très, 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 très bien des cas dont j'entends parler régulièrement de la part des conseillers. Donc, les résidences sont pas toujours très transparentes et très... ils vont pas facilement nécessairement donner de l'information. Donc, il faut pas hésiter à insister. Moi, j'ai besoin d'informations. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça implique. J'ai besoin de savoir dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, à quoi je me suis engagé, puis qu'est-ce que ça va vouloir dire à ce moment-là. Un autre exemple, la réglementation prévoit qu'on peut contester sa hausse de loyer. Donc, si on considère que le loyer a été élevé, la hausse proposée est trop élevée, à mon avis, je peux simplement la contester. Puis, c'est le tribunal administratif du logement qui, à partir des chiffres que l'RPA va lui fournir, va pouvoir évaluer si cette hausse-là est raisonnable. Sauf que quand l'édifice a moins de 5 ans, quand la RPA, par exemple, a moins de 5 ans, ce règlement-là ne s'appliquera pas. Donc, je ne pourrais pas la contester, la hausse. Mais, par contre, normalement, la RPA doit nous dire, pour les 5 prochaines années, pour les 3 prochaines années, les hausses, vous pouvez vous attendre à des hausses de tel pourcentage. Donc, on n'ira pas au-delà de ce montant-là. Ça, on est supposé le savoir avant même d'avoir signé son bail. Donc, deuxième conseil, ne pas hésiter à exiger de l'information, savoir dans quoi on s'embarque, etc. Troisième Ça semble conseil, être de très bons conseils jusqu'à présent. troisième conseil, j'en aurais d'autres, mais je vais me limiter à un troisième. Gardez tous ces papiers en ordre dans une petite enveloppe, dans une grande enveloppe, dans un petit dossier, dans un grand dossier. Gardez tout ce que vous signez, tout ce qu'on vous a donné, etc., l'information. Parce qu'au moment où il va y avoir un problème, euh, on ne les voit pas toujours venir, les problèmes, et au moment où il va y avoir un problème, ces papiers-là vont être d'une utilité majeure. Euh, Puis souvent, quand on arrive dans une RPA, on est très, très bien accueilli. Ils savent très bien séduire le client. Mhm. On se sent en sécurité, etc. Mais comme dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation de couple, quand ça va bien, mais quand ça va mal,
on est content de s'être backé au niveau légal. Effectivement. Ça serait mes Donc conseils. disons que justement, on n'a peut-être pas suivi ces conseils-là ou on les a suivis, puis malgré tout, ça nous met pas en protection absolue. Ça se peut quand même qu'il arrive une situation déplorable. Si jamais une personne vit une situation qu'elle présume être de la maltraitance, elle se sent pas bien, elle a l'impression que les employés de la résidence la maltraitent, la brassent un peu, puis elle décide de vous appeler. La suite des choses pour cette personne-là, ça va ressembler à quoi? Comment elle va être reçue? Comment elle va être orientée? Juste que ça devienne un peu plus concret pour les personnes qui pourraient vouloir vos services. Euh, Nous, on se fait une fierté de rappeler, de répondre directement au téléphone et quand c'est pas possible, de rappeler très rapidement. Donc, normalement, dans les 24 heures, si on n'a pas répondu à votre appel, on devrait être capable de vous rappeler pour savoir pour quelle raison vous avez appelé. Donc, les conseillers, conseillères sont formés pour être à l'écoute, pour bien entendre quels sont les problèmes, puis comment on peut éventuellement y répondre. Donc, la première chose, quand vous allez appeler, quand on va vous parler, ça va être expliquez-moi qu'est-ce qui va pas. Puis là, on va être capable, nous, de faire le tri dans qu'est-ce qui nous appartient, sur quoi on peut vous aider, éventuellement, quel autre organisme pourrait vous venir en aide. Si c'est une question de service de mauvaise qualité, si c'est une question qui est en lien avec la maltraitance, si c'est une question par rapport, comme je le disais, à votre bail, ça, c'est notre domaine. Donc, à partir de ce moment-là, souvent, on va vous proposer une rencontre, souvent une rencontre en personne, où on va vous demander de nous montrer votre bail, de vous montrer les différents contrats que vous avez signés. Et on va pouvoir regarder ça ensemble, puis voir c'est quoi les possibilités. Qu'est-ce qui s'offre à vous? Qu'est-ce qui est possible? Mais aussi, qu'est-ce qui est pas possible éventuellement, des fois, malheureusement. Si c'est un cas de maltraitance, bien, on va vous demander de nous expliquer simplement dans vos mots qu'est-ce qui s'est passé. À partir de là, des fois, les gens sont pas à l'aise pour faire un signalement parce qu'ils ont peur ils vont avoir peur des Représailles. représailles. Ça, c'est malheureusement extrêmement fréquent. Donc, on ne fera pas une démarche que vous ne voulez pas qu'on fasse. Si pour vous, ce qui est important, c'était de l'exprimer à quelqu'un, on va se limiter à ça. Si pour vous, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un à quelque part qui peut vous aider, que ce soit nous, que ce soit une autre organisation, que ce soit un travailleur social, etc., on va pouvoir vous aider à faire ce petit bout-là. Si vous Une êtes personne n'est pas prête, puis qu'elle vous parle, puis qu'après ça, quand il arrive la question de faire un signalement ou de faire une plainte, elle dit: «Ah non, on arrête ça là». Est-ce qu'elle peut vous rappeler par la suite pour reprendre en disant: «Ah, j'y ai réfléchi et puis un mois plus tard, je pense que je veux faire quelque chose avec ça»? tout à fait, une excellente question, tout à fait. Oui, nous, on respecte vraiment le choix des personnes. Puis effectivement, si 2 semaines plus tard, 6 mois plus tard, vous avez cheminé, euh, vous pensez que c'est le moment, on va être là. Donc, pour ces personnes-là qui sont prêtes à faire le pas du signalement ou de la plainte, on est là aussi tout au long du processus. Donc, vous écoutez, faire le ménage dans les informations, qu'est-ce qu'on peut écrire dans une lettre éventuellement, comment on organise cette lettre-là, et même éventuellement écrire la lettre pour vous. Donc, cette lettre-là, ça va être votre lettre. C'est vous qui allez la signer, c'est votre nom qui va être en bas, mais ça va être nous qui va avoir permis de formuler toutes ces affaires-là de la bonne façon. On va savoir où l'envoyer, on peut l'envoyer pour vous. On va savoir à quel moment il devrait avoir un retour. S'il n'y a pas ce retour-là, nous, on va pouvoir vous contacter, vous dire, hey, normalement, le commissaire aurait dû faire un accusé-réception, vous l'avez pas reçu, c'est pas normal. Est-ce que vous acceptez que j'appelle le commissaire en votre nom pour comprendre qu'est-ce qui se passe?
Si vous acceptez, on peut le faire. On va appeler au commissariat, on va demander des informations, on va comprendre que ils sont dans le jus, ils ont oublié, etc. Puis on va relancer le dossier. Je comprends que votre Éventuellement, soutien s'arrête pas au moment où la plainte est déposée, là. vraiment pas, vraiment pas. Notre travail fait juste commencer avec vous, là. Si vous voulez faire tout le processus en notre compagnie, on va être là avec vous. À tout moment, vous pouvez dire, bon, écoutez, non, moi, je continue tout seul, j'ai plus besoin de vous, on va vous laisser aller. À tout moment, si vous changez d'idée, vous pouvez nous rappeler puis dire, ah ouais, écoutez, je vous ai dit que je pouvais continuer tout seul, mais là, j'ai une rencontre avec le commissariat, puis ça me rend un petit peu nerveuse. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour cette rencontre-là? On va être là avec plaisir. Et éventuellement, quand vous avez reçu les conclusions du commissaire, les décisions, on peut être avec vous encore là pour lire ça, pour le comprendre le mieux possible, puis éventuellement voir qu'est-ce qui peut se faire par la suite. Parce qu'une fois qu'on a porté plainte au commissaire, si on n'est pas satisfait, il y a d'autres étapes qui sont possibles, dans lesquelles, encore là, on peut vous accompagner. Donc, c'est un processus qui peut être quand même long. Fait qu'il faut avoir en tête qu'une fois qu'on se lance dans une démarche de plainte, ça sera pas réglé nécessairement dans les 24 à 48 heures. En fait, il y a certains processus qui se règlent en 24 heures, effectivement. Par exemple, il y a un problème à la cafétéria. Pas moi, il manque tel élément important. Le commissaire peut intervenir très rapidement pour que ce problème-là soit réglé. Certains problèmes qu'on a réglés dans la journée même. Euh, mais il y a aussi des problèmes qui peuvent durer des semaines et des années. Donc, ça dépend de la nature du problème, évidemment. Des fois, on a accompagné des locataires qui ont contesté la hausse de leur loyer et ces démarches-là ont duré 3 ans. Ça peut être extrêmement long. Je ne Euh, souhaite pas à personne, par contre. non, on ne souhaite à personne, mais on va être là justement pour faire les Mhm. rappels. Et on aurait dû recevoir telle, telle information du tribunal, est-ce que vous l'avez reçue? La personne cherche, ah oui, finalement, elle est dans mes spams, dans mes courriels, donc tu sais, ils sont contents qu'on ait fait ce petit rappel-là pour qu'ils puissent retourner chercher comme il faut dans leur courriel. Euh, il y a une rencontre qui est prévue. Est-ce que vous pensez que vous vous sentez à l'aise pour y aller seul? On peut vous accompagner, etc. Donc, effectivement, à chacune des étapes. Autant en ce qui concerne la compréhension des documents que les gens reçoivent, que du rappel des fois des moments qui sont importants. Ça, si je peux donner un exemple de Oui. ça, par exemple, la question du renouvellement des baux. Donc, chaque année, on doit renouveler son bail. Ça implique des étapes très, très, très précises. Donc, entre 6 mois et 3 mois entre le moment où le bail se renouvelle, normalement, on doit recevoir l'avis de renouvellement. Une fois qu'on l'a reçu, encore là, il y a des délais à prévoir. Donc, le locataire a 1 mois pour répondre à partir du moment où il l'a reçu. S'il ne répond pas, le propriétaire peut considérer que le locataire a accepté. Mais s'il veut contester la hausse, donc il y a 1 mois. Après ce mois-là, après, mettons que que le locataire aura contesté, le propriétaire, lui, a encore 1 mois pour ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement où il va démontrer que la hausse qu'il propose est légitime, est valable, etc. Donc, j'irai pas plus loin, C'est mais plein d'étapes charnières que si on n'est pas quelqu'un qui se connaît un peu, on peut facilement s'égarer puis oublier un moment clé puis se retrouver où implicitement on a dit oui alors qu'on voulait dire non simplement parce qu'on n'a pas envoyé un document dans les temps, si je comprends bien. exactement, exactement. Puis des fois, c'est juste qu'il nous arrive un petit problème de santé, puis on va perdre le fil. Donc, c'est le fun d'avoir quelqu'un d'un cap qui va être là pour nous faire le rappel
pour nous aider à faire les suivis, là. Donc, quand je parlais tantôt de complexité contractuelle, là, avec cet exemple-là, je pense que j'ai juste ouvert une petite fenêtre Mhm. sur l'ensemble des complexités possibles. Donc, d'où l'importance d'être bien accompagné, que ce soit par un conseiller, une conseillère d'un CAP, d'un proche. C'est très important de ne pas rester isolé. Je pense que ça serait peut-être un message important. Si on a la famille, des amis qui peuvent nous aider, nous accompagner, nous aider à nous démêler dans toutes ces démarches-là, n'hésitez pas à faire appel. Si vous avez malheureusement pas ce réseau-là, ben, il y a toutes sortes d'organismes communautaires qui offrent toutes sortes de services. Si c'est pas les CAP, ben nous, on va pouvoir vous diriger. Mais je me répète, restez pas tout seul. C'est super important. Pour moi, ça fait un excellent mot de la fin. J'avais déjà fait le tour de mes questions, donc à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, je pense que je serais prêt à qu'on se laisse là-dessus. Aviez-vous un petit quelque chose à dire pour fermer tout ça? Ben, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Puis j'invite les gens à ne pas hésiter à nous contacter. Ils peuvent nous contacter avec un numéro central qui est le 1-877-767-2227. Donc, ils peuvent aussi nous trouver sur Internet, CAAP. Donc, si vous tapez CAAP dans la barre de recherche, il devrait vous amener vers nous. Donc, n'hésitez jamais. Excellent. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube ou sur Spotify, un rappel de ne pas hésiter à cliquer sur j'aime sur la vidéo ou à nous suivre pour voir la suite des choses qu'on va faire. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Harvey, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Puis les informations, numéro de téléphone et tout ça, on va s'assurer de les mettre dans la boîte d'informations là, de la vidéo ou de l'audio. Donc, merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. On veut vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance envers les personnes aînées ou envers les adultes en situation de vulnérabilité, on a ici au Québec une ligne téléphonique provinciale d'écoute, de référence et d'accompagnement spécialisé, la ligne Aide maltraitance adulte aîné, qui est disponible de 8h à 8h 7 jours sur 7 au numéro suivant 1-888-489-2287. Oui, je répète le numéro. 1-888-489-2287. Merci beaucoup.